La majorité des rappeurs ne commencent jamais leur carrière en solo, c'est souvent avec des groupes de potes qu'ils décident de se lancer dans le rap. Avec le temps, certains vont prendre ça au sérieux et d'autres abandonner. Sauf que certains vont directement exploser en groupe, avec par exemple le Wu-Tang Clan, NWA, The Clips ou plus récemment les Migos ou bien Rae Sremmurd. Dans cet épisode du Storying, on va se pencher sur quelques groupes légendaires du rap qui ont marqué une génération, mais aussi les raisons de leur échec à long terme qui comportent un dénominateur commun. On pourra jamais s'aimer simplement. J'oublie la veille et je recommence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de mettre la lumière sur quelques points. Les groupes ou collectifs ont toujours existé dans le rap étant donné que c'est ce qui est à l'origine du genre. Comme vous le savez tous, à la base ce sont des groupes de danseurs qui s'affrontaient dans des block parties pour ensuite évoluer en groupe de MC. Chaque groupe s'envoyait ses meilleures rimes pour remporter la bataille et être le roi du quartier entre guillemets. Il y a aussi une légère distinction à faire entre collectif et groupe, même si dans le principe ça reste des personnes qui s'associent afin de faire de la musique ensemble. La différence c'est qu'un groupe est un genre de bloc d'individus qui sortent uniquement dans la musique ensemble, tandis que le collectif, lui, c'est souvent des artistes à la carrière solo qui s'associent. Pour que vous compreniez, on va prendre quelques exemples, avec le ASAP Mob, Spiège Village, Brockhampton ou Griselda qui sont plusieurs artistes solo qui se regroupent sous la forme d'un collectif pour sortir des projets ensemble. Et il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que les groupes de rap survivent difficilement sur le long terme. Le premier argument, c'est qu'il y a trop de stars. Prenons un contre-exemple, celui du groupe de rock. Dans ce cas, on a un guitariste, un batteur et finalement le chanteur qui peut également jouer d'un instrument. Et la lumière sera toujours quoi qu'il arrive sur le chanteur, car ça reste celui qui interprète la musique et qui a donc la connexion directe avec son public. Si on fait le parallèle avec un groupe de rap, ils sont tous chanteurs, ils vont tous avoir la lumière sur eux, sauf que certains vont briller plus que d'autres et donc créer des préférences dans le public. Ce qui nous amène au prochain argument, le rap est compétitif. Qu'on le veuille ou non, la compétition dans le rap est omniprésente, que ce soit dans le flow, dans les rimes, dans la performance, etc. Tout ça va se ressentir dans un morceau et donc le public de base va petit à petit s'attacher à son petit préféré et délaisser le groupe qui passe au second plan. On arrive donc à la dernière et probablement la plus grosse raison de la non-durée des groupes, les sentiments. Chaque être humain a sa propre personnalité, ses qualités et ses défauts. Logique, vous allez me dire. Un groupe de rap où la compétition règne, à force ça va impacter les goûts de certains individus. Si on ajoute à ça le succès et l'argent, ça nous donne le cocktail responsable de la fin de la plupart des groupes. Pour l'argent, on avait NWA, groupe qui s'est séparé après le départ de Ice Cube. Ce dernier s'était plaint à raison de ne pas être assez payé pour sa contribution. Pour les problèmes d'ego relationnel, on a le Rich Gang de Young Thug et Rich Homie Quan ou encore le ASAP Mob. Le ASAP Mob est considéré comme une famille à part entière de créatifs en tout genre. Pourtant, ça n'a pas empêché l'un des membres fondateurs, A$AP Hillis, de virer publiquement ASAP Ferg en qualifiant sa musique de nulle. Derrière cette éviction se cachait évidemment de la jalousie et de l'hypocrisie, car Ferg et Rocky sont les deux seules têtes d'affiche du groupe. Il y a mille et une raisons qu'un groupe ne puisse pas exister sur le long terme, sauf que parfois il y a des éléments extérieurs ou intérieurs qui viennent accélérer la fin de cette ère. Rae Sremmurd ou encore les Migos ont dominé leur génération avec plusieurs hits internationaux, mais eux aussi ont été confrontés à une dure réalité et ont perdu de leur rayonnement. Ce groupe de frères mythiques a un parcours plutôt similaire à Silento, avec une passion pour la musique et la danse qui va commencer très tôt. Akil Brown aka Slim Jimmy et Khalif Brown aka Swae Lee sont nés respectivement en 1991 en Californie et 1993 à Tupelo, une petite ville du Mississippi. Pour l'anecdote, c'est la ville où Elvis Presley est né. Bien que tout semble rose, les deux ont connu un départ très difficile dans la pauvreté jusqu'à devenir SDF. Leurs parents vont divorcer, par manque de moyens vont donc devoir squatter des maisons abandonnées. Pour se nourrir, les deux vont enchaîner les petits boulots tout en développant leur passion pour la musique pour laquelle ils vont avoir un talent inné, étant donné qu'arrivés au lycée, ils vont savoir enregistrer, faire DJ et faire des instrus sans l'aide de personne. N'ayant pas forcément de moyens de se faire connaître, ils vont utiliser les maisons abandonnées dans lesquelles ils vivaient pour y organiser des soirées et performer. Et en plus d'acquérir une notoriété locale, ils vont aussi pouvoir mettre en avant leur musique et commencer à connaître un certain succès. Au départ, ils vont commencer la musique à 3 avec un certain Lil Pump sous le nom de Dem Utah State Boys. Un petit buzz va se créer autour du groupe qui va continuer à sortir de la musique qui sera très inspirée de Soulja Boy, que ce soit au niveau de la musique ou bien de la chorégraphie. Mais ce morceau en 2009 leur a permis de faire quelques shows notamment à Atlanta
Pour en revenir à leur vie, ils vont toujours avoir des petits boulots pour financer l'équipement de leur musique ou bien leur participation à des concours pour gagner en notoriété. Avec des passages dans des radios locales, on pouvait penser que le groupe allait enfin exploser, sauf que non. Hélas, le rêve va rapidement s'estomper, après que le troisième membre du groupe soit parti et que plusieurs labels aient refusé de les signer. De retour à McDonald's, ils vont garder en tête leur rêve de refaire de la musique et vont reformer un groupe avec un troisième membre. Par chance, P Nasty va entendre parler du groupe et va les faire connecter avec la personne qui va changer leur vie. Mike Will. Pour ça, il aura fallu attendre 4 ans après leur début en 2009. Ce dernier, impressionné par leur talent et leur énergie, va les inviter en studio à Atlanta pendant 1 an. Sauf que le groupe va à nouveau manquer d'argent et être obligé de retourner dans leur ville natale. Ce qui semblait être une fin de carrière va être au final le meilleur move de toute leur carrière. Alors qu'ils étaient à Tupelo en train d'économiser de l'argent pour retourner à Atlanta, Mike Will Made It va connaître un énorme succès dans l'industrie musicale. De retour à Atlanta, ils vont effectuer un total rebranding en changeant leur nom ainsi que celui du groupe. Oh, Ray Shermer is Eardrummers Backwards, man. That's our home team. That's the count. But we ended up getting noticed by Mike Will's camp, which is Eardrummers. Okay. And so we came together, like, how can we come together and make something together, like a unified name? So we came in with Ray Shermer. Ils vont également pouvoir reconnecter avec Mike qui va les signer dans leur label et la suite vous la connaissez, un premier album de 11 titres rempli de hits. Bad bitches is the only no flex zone, no flex zone. They know like Donald Trump, chain swing like them trucks. She gon' chew you up, yeah. Ass fat, yeah I know. You just got cash. Alors qu'ils semblaient avoir atteint le prime de leur carrière, ils vont encore une fois tout exploser l'année suivante avec un second album. That girl is a real crowd, please. Small world. Ce morceau va être à l'origine du Mannequin Challenge qui va agir comme un raz-de-marée sur la planète entière. Bien qu'ils aient connu un immense succès sur ces 2 années, la suite du groupe va être remplie d'échecs, notamment le 3e album qui va enchaîner une chute progressive du duo. Cet album va être totalement différent car il s'agit d'un triple album. Ce qui semble être une bonne idée va être en réalité une catastrophe. Le groupe qui nous habitue à des projets courts, ici nous sort un 27 titres. Ces 27 titres sont justifiés par le fait qu'on retrouve un album de Swelly, un album de Slim Jimmy et enfin un album du groupe. Long et sans tube pour porter le projet, il va passer inaperçu. Avec ce projet, ils ont amorcé le début d'une carrière solo qui va sérieusement commencer à partir de ce moment-là. Celui qui en a le plus profité, ce sera bien évidemment Swelly, connu pour ses refrains entraînants, son don naturel pour les mélodies ainsi que sa voix angélique vont lui donner un sérieux avantage sur son grand frère. Le rappeur va se faire inviter à droite à gauche et va tout simplement enchaîner les tubes. Left in the dust, unless I stuck by you. Évidemment, son frère est également actif, mais pas à la même échelle, ce qui va peu à peu créer des problèmes internes. En effet, en début de 2019, Slim Jimmy a annoncé qu'il n'était pas Ray Shremmer, qu'il était Slim Jimmy et qu'il allait couler ou continuer tout seul. Ce qu'il faut comprendre de ce tweet, c'est que le duo ne semble plus être sur la même longueur d'onde, et ça va se ressentir étant donné que cela fait des années qu'ils n'ont pas sorti de musique ensemble. Peu de temps après cet incident, le compte officiel du groupe mettra fin à cette rumeur, tout en teasant la sortie de leur 4e album. Malgré ça, ils vont tous les deux continuer leur carrière solo, avec Swelly qui va annoncer la sortie de son projet Human Nature. Encore un incident va remettre la lumière sur le groupe, ce sera lorsque leur frère sera inculpé du meurtre de leur beau-père qui les avait élevés plus jeunes. Mis à part ça, presque 4 ans après la sortie de leur album, l'avenir du groupe est toujours aussi incertain. Avec une carrière solo du côté de Swelly qui peine à décoller lorsqu'on voit les résultats de ses singles, il semble que le comeback du groupe va être difficile mais pas impossible. Après avoir parlé de Ray Shremmer, on doit évidemment parler des Migos, qui ont pris le relais pendant le commencement de la chute du groupe. Les 3 sont issus de la même famille et vont principalement être élevés par la mère de Quavo. Le père de Quavo est mort lorsqu'il avait 4 ans, tandis que les pères d'Offset et de Takeoff se sont juste barrés. Inspirés par Outkast ou encore Gucci Mane, ils ont très vite développé une passion pour la musique. À la base, le groupe sera uniquement composé de Quavo et de Takeoff, qui vont commencer dès l'école primaire. Quavo, en plus d'être un excellent quarterback, distribuait ses mixtapes en cours sous le nom de Crankboy. Pendant ce temps, Takeoff apprenait à écrire ainsi qu'à faire des prods pour que les deux puissent s'associer en 2009 sous le nom de Polo Club. Quant à Offset, lui c'est un excellent danseur qui avait même participé à un clip de Whitney Houston.
C'est Quavo qui va lui dire de s'orienter dans le rap en lui écrivant son premier couplet et c'est ainsi que le trio va se former. Pour se lancer dans la musique, ils vont transformer des maisons abandonnées en bendo ou trap house, des maisons où ils pouvaient vendre de la drogue tout en enregistrant de la musique. Malheureusement, le trio va se séparer pendant un petit moment étant donné que Offset se fera arrêter après avoir volé une voiture. Ça ne va pas les arrêter pour autant car avec plusieurs mixtapes en stock, notamment No Label, ils vont commencer à connaître un petit succès local. Le groupe va attirer l'attention des grosses têtes d'Atlanta telles que Gucci Mane ou encore le producteur Zaytoven. Gucci décide de les inviter pendant 6 semaines au studio et leur propose un petit deal sur un label que le groupe va refuser. Ils vont préférer aller chez Quality Control, ce qui va être un excellent choix au départ, mais vous verrez que ça va malheureusement se retourner contre eux. L'ascension continue avec la sortie du fameux Versace où ils vont bénéficier d'un remix de Drake. Versace, Medusa head on me like I'm Illuminati. On est en 2013 et il va falloir attendre encore quelques années avant que le groupe perce réellement, surtout qu'Offset était encore en prison à cette période. I didn't believe it at first though, but then I knew it was real when they used to do the little count. When I was in DeKalb, they used to be singing Versace while they doing count, but they not knowing who I am, they just counting me as another body in there, but they singing the song while they walking past. That's when I knew it was real. Fraîchement sorti de prison, le groupe se retrouve et sort Bad and Bougies. Mais là encore, le morceau ne va prendre qu'à partir du moment où un certain artiste va les shout out. I really want to thank the Migos, not for being in the show, but for making Bad and Bougie. Like that's the best song ever. La suite sera Culture, un album rempli de hits considéré comme un classique et bien qu'étant un groupe, cela ne va pas les empêcher de poser des couplets solo, surtout Offset et Quavo. Les années 2017 et 2018 vont être mouvementées pour le groupe, mouvementées par le run de featuring des Quavo et Offset, le succès récent de leur premier album, l'annonce de leur album solo ainsi qu'un nouvel album, Culture 2. Il va se passer la même chose qu'avec les Ray Shremmerd, un flop. Ce flop sera pas forcément en termes de vente, mais plutôt en termes de qualité musicale. Leur DJ a confié qu'ils avaient passé entre 20 et 45 minutes sur chaque morceau du projet, avec 24 morceaux alors que le premier volume en avait que 13. Ce nombre exubérant de morceaux peut s'expliquer tout simplement par le boost de stream. Plus il y a de morceaux, plus il y a de stream, et donc une bonne première semaine. Sauf que dans ce cas-là, on aura juste l'impression d'écouter 24 fois le même morceau ou presque. Les Migos ont juste reproduit la recette du premier volume à grande échelle. Il y a une vraie saturation de leur musique à cette période étant donné qu'ils étaient présents partout, que ce soit avec leurs projets solo, les projets communs avec 21 Savage ou encore Travis Scott et même les projets de leur label. Même label avec lequel ils vont entrer en conflit en 2020. Ils vont les accuser d'avoir volé des millions de dollars et de les avoir trompés. Lors de la signature, sans qu'ils le sachent, ils ont signé un contrat renouvelable à vie, car l'avocat du groupe travaillait en réalité pour Quality Control. Bien avant ça, le label a signé un petit rappeur que vous avez probablement déjà entendu, Lil Baby. Lil Baby, artiste solo ayant une exposition supérieure à celle des Migos, va devenir la nouvelle priorité de la maison de disques. Cela va également se ressentir sur Culture 3, que ce soit avec le single GNF qui va totalement flop malgré la présence de Travis Scott et de Young Thug, ou bien au niveau de la promotion. Et quant au projet en lui-même, on ressent une similarité avec le second volume. Une version deluxe est sortie quelques jours après et on a même eu le droit à une version Culture 3 de chacun des membres, là encore pour booster les streams. Comme vous l'avez compris, être dans un groupe est tout sauf facile. Bien que le travail soit léger, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte qu'un artiste solo. Ces groupes dont nous avons parlé ont marqué notre époque et on se fait toujours un plaisir de les écouter, mais c'est malheureux à dire qu'eux ou bien d'autres groupes sont voués à l'échec. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez compris le sujet qu'on a essayé de développer. On se base uniquement sur des faits et en aucun cas on ne critique les artistes en question. Comme d'habitude, on se capte très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, peace.